Section 6.3.2, on va parler maintenant de points d'inflexion. On a vu dans la dernière section comment traiter la concavité d'une fonction à l'aide de notre seconde dérivée. Maintenant, on va donner ce qu'on appelle des points d'inflexion qui vont nous permettre de distinguer deux endroits où on a une concavité différente pour la fonction f de x. Donc, définition d'un point d'inflexion, qu'est-ce que c'est? Un point C, f de c de la courbe de f de x. On va appeler ça un point d'inflexion si jamais il y a un changement de concavité. Donc, si on passe d'une concavité vers le haut à une concavité vers le bas, on va avoir ici un point d'inflexion exactement à ce point-là, et vice-versa aussi. On regarde dans des exemples à quoi est-ce que ça peut ressembler un point d'inflexion. Ici, premièrement, en A, on a la fonction f de x qui était concave vers le haut jusqu'au point C, et rendu au point C, on devient concave vers le bas, donc on est ouvert vers le bas par la suite. Cette fonction-là admet un point d'inflexion en x égale à c, parce qu'on a un changement de concavité entre les deux côtés. En B, on a une fonction similaire à la fonction g de x. Dans ce cas-ci, lorsqu'on arrive à x égale à d, notre fonction g de x qui était ouverte vers le bas, donc concave vers le bas, devient ouverte vers le haut, donc concave vers le haut. On a un changement de concavité ici lorsque x est égal à d, donc on a un point d'inflexion exactement à ce moment-ci pour la fonction g de x. Ceci étant dit, comment est-ce qu'on peut identifier facilement des points de concavité autre qu'en allant chercher notre tableau des signes tout le temps? Évidemment, ce tableau-là des signes va avoir le besoin quand même lorsqu'on va avoir trouvé nos points de concavité, mais si on veut identifier des candidats possibles pour les points d'inflexion, on va utiliser notre théorème 6.3 qui nous dit que si on a un point d'inflexion dans notre fonction, un point C, f de c, à ce moment-là, f'' de c va être égal à 0, ou f'' de c n'existera pas. Donc, un peu comme avec notre test de la dérivée première, on avait un max ou un min lorsque la dérivée était nulle ou la dérivée n'existait pas. Maintenant, on a un point d'inflexion si la seconde dérivée est nulle ou si la seconde dérivée n'existe pas. Ceci étant dit, avec le théorème 6.3 et ce qu'on a fait dans la section 6.3.1, on a maintenant une façon générale pour aller trouver des intervalles de concavité et des points d'inflexion. Donc, on va regarder ça ici, c'est une démarche en 6 étapes. Après ça, on l'applique dans des exemples et des exercices, puis on pourra passer au tracé de la courbe de notre fonction f de x. Donc, premièrement, si on cherche les intervalles de concavité et les points d'inflexion, on va avoir besoin de la deuxième dérivée. Donc, on commence par la trouver. Une fois que c'est fait, on va trouver les valeurs qui annulent cette deuxième dérivée-là et les points qui font en sorte que la deuxième dérivée n'existe pas. Un peu comme avec notre première dérivée. On le fait avec la deuxième cette fois-ci. Quand c'est fait, on construit notre tableau des signes. On va le remplir en déterminant le signe de la fonction f'' de x à l'intérieur. Et lorsque c'est fait, on peut utiliser notre théorème 6.2 pour traiter de la concavité de la fonction. Et lorsqu'on va avoir trouvé cette concavité-là, on va analyser les points où on change de concavité pour trouver les points d'inflexion avec notre définition d'un point d'inflexion très facilement. Donc, on va essayer de faire ça dans une question éclair, puis ensuite de ça, on pourra faire des exemples pour des fonctions particulières. Éclair 6.11, dans ce cas-ci, on vous donne le domaine d'une fonction, sa seconde dérivée, j'ai écrit première, mais c'est seconde ici. Et avec cette seconde dérivée-là, je vous demande d'identifier quels sont les points possibles d'inflexion à partir de votre seconde dérivée. Donc, je vous laisse essayer ça. Faites ça sur un bout de papier, ça ne devrait pas être très long. Avec le théorème qu'on vient de voir, là, ça devrait être assez rapide même pour faire ce problème-là. Ensuite de ça, on pourra regarder un exemple sur la démarche complète pour trouver les points d'inflexion. Donc, question éclair 6.11. Vous devriez ici avoir trouvé des points intéressants pour les points d'inflexion. Dans ce cas-ci, pour vos points d'inflexion, vous cherchez les x tels que, on cherche x tel que f'' de x égale 0 ou f'' de x n'existe pas. Dans ce cas-ci, on va y aller pour les f'' de x égale 0 en premier. Ici, comme on a une fonction rationnelle, la seule situation où on pourrait avoir une dérivée seconde égale à 0, ce serait lorsque le numérateur égale 0. Donc si et seulement si x carré moins 3 égale 0. Donc finalement, si et seulement si x carré égale 3, si et seulement si x égale plus ou moins la racine de 3.
Donc, ces deux points-là, lorsque x égale moins la racine de 3 et lorsque x égale plus la racine de 3, ce seront des potentiels points d'inflexion. Est-ce qu'il y en a d'autres des potentiels points d'inflexion? Dans ce cas-ci, on va aller vérifier. Est-ce que notre seconde dérivée peut ne pas exister? Seconde dérivée de x n'existe pas. Et dans ce cas-ci, on a une fonction rationnelle. Ça pourrait ne pas exister si on divise par 0. Donc, ça n'existera pas si seulement si x moins 2 égale 0. Donc, si seulement si x égale à 2. Ça veut dire que notre fonction, dans ce cas-ci, va admettre 3 points possiblement d'inflexion lorsque x égale moins racine de 3, lorsque x égale plus racine de 3 et lorsque x égale à 2. Pour savoir si ce sont vraiment des points d'inflexion, ben, il va falloir travailler avec le tableau des signes au complet pour aller chercher la concavité de notre fonction, puis finalement vérifier si ces points-là sont des points d'inflexion. Pour l'instant, on va se déplacer dans un autre exemple, exemple 6.14, où on se donne une fonction f de x, et on va faire la démarche complète pour aller chercher les points d'inflexion de f de x, ainsi que sa concavité dans ce cas-ci. Donc, f de x est égal à 2x à la 5 moins 5x à la 4 plus 5. Ici, comme je cherche les points d'inflexion, je vais avoir besoin de la concavité, donc je vais avoir besoin de la seconde dérivée. Je vais commencer par la première dérivée. Dans ce cas-ci, première dérivée, ce serait égal à 10x à la 4 moins 20x à la 3. Et avec ça, je peux trouver ma seconde dérivée. 10x à la 4, ça deviendra 40x à la 3. Et moins 20x à la 3, ça va devenir moins 60x au carré. Si je pourrais faire une mise en évidence, là, je pourrais sortir 20x au carré. 40x à la 3 va devenir 2x. Et 60x au carré va devenir moins 3, tout simplement. Et avec cette nouvelle fonction-là, je vais trouver les valeurs qui m'intéressent, les points susceptibles d'être des points d'inflexion. Dans ce cas-ci, quand est-ce que ma seconde dérivée va être nulle? Lorsque x égale 0. Ou lorsque x égale quoi? Ben là, ici, il faudrait que 2x moins 3 égale 0. Donc, x égale 3 demi. Et cette seconde dérivée-là, comme c'est un polynôme ici, ce sera jamais quelque chose qui n'existe pas. Donc, j'ai pas d'autres points susceptibles d'être des points d'inflexion. Je vais me contenter de ces deux points-là. Avec ça ici, ce que je vais faire, c'est construire mon tableau des signes. J'ai besoin de la valeur 0 et de la valeur 3,5. Et dans ce cas-ci, je sais que ma dérivée est nulle à ces deux points-là. Je vais aller voir c'est quoi le signe de la dérivée autour de ces valeurs-là. Et je vais traiter de la concavité de ma fonction par la suite. Donc ici, lorsque ma valeur est plus petite que 0, x au carré, ce sera toujours positif. Il n'y a pas de problème avec ça. 2 fois un nombre négatif, ça devient négatif. Moins un autre nombre, ça reste négatif. Donc positif fois négatif, c'est négatif dans ce cas-ci. Ensuite, entre 0 et 3,5. Entre 0 et 3,5, ben, x au carré, ça reste positif. Mais entre 0 et 3,5, donc ici, si on a une valeur positive pour le x qui est plus petite que 3,5, on va avoir ici une valeur qui est plus petite que 3. Donc si je soustrais 3, je vais être dans le négatif. Ce qui veut dire que ma fonction va être positif fois négatif, qui donne négatif ici. Finalement, lorsque x est plus grand que 3,5, ben x au carré c'est encore positif, on n'a pas besoin de le traiter. Ce qui nous intéresse, c'est seulement 2x moins 3. Si j'arrive à quelque chose de plus grand que 3,5, ben 2x ce sera plus grand que 3. Donc, je vais avoir quelque chose de positif dans ma parenthèse. Ma deuxième dérivée est donc positive. J'analyse la concavité maintenant de la fonction. Ma deuxième dérivée est négative au début, donc ma fonction est concave vers le bas. Encore une fois négative entre 0 et 3,5. Concave vers le bas, et finalement positive lorsqu'on est plus grand que 3,5, donc concave vers le haut pour ma fonction. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que en x égale 0, il n'y a pas de changement de concavité. On ne peut rien dire sur le point ici en x égale 0, mais au point x égale 3,5, j'ai un changement de concavité. J'ai donc un point d'inflexion à cet endroit-ci. Donc, on peut conclure que f de x admet un point d'inflexion en x égale 3,5.
Si on allait plus loin que ça, on pourrait trouver qu'est-ce qui se passe en x égale 0. On va se rendre compte qu'en x égale 0, on a plutôt un maximum ou un minimum. Et avec le tracé de la courbe, on serait capable d'aller voir qu'il y a effectivement un point d'inflexion lorsqu'on arrive à 3,5 pour notre fonction f de x. Maintenant, à votre tour, question claire 6.12, on vous donne une description de la fonction f de x. On vous dit que les seuls points qui sont susceptibles d'être des points d'inflexion sont les points x égale moins 4, x égale moins 1 et x égale à 2. Puis on vous demande de compléter le tableau pour trouver les points d'inflexion et les intervalles de concavité de f de x. Donc, faites pause dans la vidéo, essayez cette petite question-là, faites-le sur un bout de papier, puis on se revoit dans un instant avec la solution de cette question éclair-là. Donc ici, vous aviez à compléter ce tableau-ci. Pas trop compliqué ici, hein, dans le fond, parce qu'on vous a donné déjà les signes de la fonction deuxième dérivée. On vous demande seulement d'évaluer la concavité et les points d'inflexion. Donc ici, on va commencer par la concavité. Comme ma seconde dérivée est positive dans le premier intervalle, j'ai une concavité vers le haut. Deuxième intervalle, on a encore une dérivée qui est positive, une deuxième dérivée plutôt qui est positive. Encore concave vers le haut. Ensuite de ça, on a une concavité négative, étant donné qu'on est on a une deuxième dérivée négative, donc concavité vers le bas, pardon. Et finalement, dernier intervalle, on a une seconde dérivée positive, donc une concavité vers le haut également. Ceci étant dit, on doit chercher dans les trois points qui sont ici, lesquels sont vraiment des points d'inflexion. Pour ça, on doit avoir un changement de concavité. Au début, en x égale à 4, il n'y a aucun changement, donc ce n'est pas un point d'inflexion. En x égale moins 1, on change de concave vers le haut à concave vers le bas. On a un point d'inflexion. Et en x égale à 2, on change encore de concavité. Donc, on a un autre point d'inflexion ici. On peut donc dire que f de x admet deux points d'inflexion. En x égale moins 1 et x égale à 2. Donc avec ça, on a trouvé les points d'inflexion de la fonction f de x. C'est pas très compliqué, lorsque le tableau des signes est fait, c'est comme jouer au dé, là, ça se fait super facilement, c'est très naturel. On a juste à regarder la concavité de nos fonctions et c'est très facile à évaluer. Ceci étant dit, on regarde un dernier exercice pour cette section-ci et ensuite de ça, on aura terminé pour la concavité et les points d'inflexion. On pourra passer à la section 6.4 où là, on va s'intéresser à tracer des courbes de fonctions. On va voir ça avec certains exemples, puis une marche à suivre intéressante. Avant tout ça, exemple 6.15, on se donne une fonction mathématique et on essaie d'aller trouver ses points d'inflexion. Dans ce cas-ci, la fonction qu'on nous donne, c'est la fonction g de x, qui est égale à racine cubique de x plus 4. Ici, pour trouver les points d'inflexion de cette fonction-là, je vais commencer par réécrire ma fonction pour que mes exposants fractionnaires soient plus évidents. Donc, racine cubique, c'est la même chose que x exposant 1 tiers. Et le reste ne change pas. Avec ça ici, je suis capable de trouver g' de x. La dérivée de cette fonction-là, ce sera 1 tiers x à la moins 2 tiers plus 1. Dérivée de x à la 1 tiers, c'est ça ici. Et dérivée de x, c'est 1. Ce qui veut dire que la seconde dérivée de g de x, ce sera égal à 1 tiers fois moins 2 tiers fois x à la moins 5 tiers. Et le 1 disparaît. Donc ça ici, on pourrait écrire ça comme étant moins 2 sur 9x à la moins 5 tiers pour la fonction g' de x. Là ici, on cherche les valeurs qui vont annuler la deuxième dérivée ou qui vont faire en sorte que cette deuxième dérivée-là n'existe pas. Dans ce cas-ci, on a une fonction rationnelle moins 2 sur une certaine expression en x. Ça veut dire que g' de x sera jamais égal à 0. Parce que la seule situation qui peut faire en sorte que g' de x est égal à 0, c'est si mon numérateur est égal à 0. Mais ici, mon numérateur est une constante. Moins 2 n'égale pas 0. Donc, g' de x n'égale jamais 0. Par contre, g' de x n'existe pas dans un certain cas ici.
comme je divise par x, si jamais x vaut 0, je ne pourrais pas évaluer mon expression parce que je vais avoir une division par 0. Donc ma deuxième dérivée n'existe pas si x égale 0. Ce qui veut dire que j'ai une seule valeur critique, une seule valeur susceptible d'être un point d'inflexion, et c'est la valeur x est égale à 0. Donc je vais utiliser ça dans mon tableau des signes pour aller compléter ce problème. Ici, la valeur x égale à 0, c'est la seule qui m'intéresse. Je sais que ma deuxième dérivée n'existe pas à ce point-ci. Ce qui va m'intéresser, c'est d'aller voir quel est le signe de ma fonction si on parle des intervalles qui sont autour de mon 0. Et là, vous allez remarquer que j'ai effacé mon moins devant le 5 tiers en dessous de ma fraction ici. C'était une erreur. Là. Comme j'ai transféré ça en fraction, mon moins devrait disparaître. Je m'excuse, c'est comme passé inaperçu. Je m'en suis rendu compte pendant que je vous parlais. Effacer ce moins-là, il n'y a pas d'affaire là, pas en tout. Donc, revenons à ce que je disais. Ici, on va s'intéresser au signe de notre deuxième fonction dérivée selon l'intervalle où on va être. Donc, si on a des x négatifs ou des x positifs. Lorsqu'on a des x négatifs, racine cubique d'un nombre négatif va redonner un nombre négatif. On a un négatif au-dessus de notre fraction. Donc, moins divisé par moins, ça me donne un plus. Et si j'ai un nombre positif, donc un chiffre plus grand que 0, racine cubique d'un nombre positif me donne un nombre positif. Donc, négatif divisé par positif, ça me donne un négatif. Donc, ma fonction dérivée seconde est négative lorsque j'ai des x plus grands que 0. Avec ça, je peux aller chercher les concavités de g de x. Si on a une deuxième dérivée positive, g de x est concave vers le haut. Et si on a une deuxième dérivée négative, g de x est concave vers le bas. On remarque qu'il y a effectivement là, ici un point d'inflexion parce qu'on change de concavité lorsqu'on arrive en x égale 0. Donc on a un point d'inflexion ici, ce qui veut dire que g de x admet un point d'inflexion en x égale 0, parce que sa dérivée n'existe pas. Si vous allez chercher le graphique de cette fonction-là, vous l'avez dans vos notes en particulier, vous allez voir que effectivement, on a un changement de concavité lorsqu'on arrive en x égale 0 pour la fonction g de x. Vous avez tout ça dans le manuel à la page 342. Allez voir ça si vous êtes intéressé par tout ça. Pour l'instant, nous, on est rendu aux exercices 6.5 justement de la page 342. Essayez ça, vous avez toutes les solutions sur le portail. Si ça ne fonctionne pas, comme d'habitude, vous pouvez me contacter. On pourra regarder ce qui se passe avec tout ça. Et pour l'instant, ben nous, on a terminé avec la section 6.3, ce qui veut dire qu'on se revoit dans une prochaine vidéo avec la section 6.4. Et là, on va commencer à parler d'esquisse de notre courbe décrite par la fonction. Donc, on va commencer à construire des graphiques au complet à partir des informations qu'on a cueillies jusqu'à maintenant avec les théorèmes qu'on a vus pour se rendre jusqu'à ce point-ci.